Dans cet épisode, on va parler d'un phénomène qui est hyper intéressant, qui est un peu un follow-up d'un épisode qu'on a déjà fait il n'y a pas très longtemps sur le personal branding. Mais là, l'idée, c'est de se focaliser sur les marques qui se lancent, qui ont un enjeu à créer du contenu avec peu de ressources. Et la question qui se pose, c'est comment tu fais. Alors souvent, la parade qu'elles ont trouvée, c'est d'adopter des stratégies qu'on appelle founder-led content. Donc c'est le fondateur qui parle de la marque, du projet, de son développement, etc. Mais comment le faire, comment bien le faire, ça va être l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Messieurs, je suis très curieux d'avoir votre avis sur la question. Je pense que le meilleur moyen d'aborder le sujet, c'est à travers ce prisme de la contrainte qui est je dois communiquer sur ma marque, j'ai pas d'équipe, j'ai pas de budget, qu'est-ce que je fais? J'achète un iPhone. Oui, d'accord, ok. Alors partons du postulat que l'iPhone, tu l'as. Non, je pense qu'il y a un côté où en fait les fondateurs, quand ils font ça, souvent en fait, ils ont beaucoup travaillé sur leurs produits, ils sont hyper confiants, ils maîtrisent le sujet à 200%, ils ont une connaissance de la fabrication, du terrain, du circuit de distribution, et en fait ils se disent bon maintenant il faut faire la communication. Et en fait, ils vont se reposer beaucoup sur du coup leurs connaissances techniques. Donc au départ, ils vont tomber un peu dans le piège de je vais montrer que je suis meilleur, que je sais tout, etc. Mais ça va intéresser personne parce qu'ils sont ils sont arrivés à un niveau d'expertise technique qui est trop important versus la communauté ou les gens qui vont s'intéresser à son produit. Et après, en fait, très vite, il va vouloir commencer à montrer les backstage. Et c'est là que ça va intéresser les gens. Parce que il y aura ses amis, sa famille, etc. qui vont dire oh tiens, c'est cool, d'en savoir un peu plus sur ton projet. Et c'est là que ça marche. Et souvent, c'est là que je trouve qu'il y a un petit gap entre un bon projet avec une bonne communication et un projet un peu foireux. C'est quand le fondateur commence à se dire en fait, je vais pas juste parler de mon produit, en fait, je vais plutôt parler de mon histoire, de mes galères, de mes contraintes. Et je pense que un bon fondateur, c'est quelqu'un qui, au départ, aime pas trop se mettre en scène et se mettre en avant. Et progressivement, il commence à y prendre goût. Et tout à l'heure, quand on en parlait, je trouvais bien, c'est que même à la fin, il a plus envie de lâcher. Même quand il a une équipe de 100 personnes, il reste quand même à vouloir intégrer le truc. Et je pense que ça se dessine comme ça, où au départ, tu es bloqué avec la technique, tu te rends compte que ça marche pas. Et après, tu commences à parler de toi, et en fait, tu as des retours positifs, ton ego est gonflé. Et, et après, tu te mets à faire pas mal de contenu, etc. Moi, je vois une exception à ce que tu dis là, c'est que tu es parti du postulat que les personnes, elles connaissaient le truc. Tu vois. Et moi, je vais te prendre un exemple. Il y a une marque, j'ai plus le nom en tête, mais en gros, c'est une meuf qui bossait en private equity, qui a tout lâché pour aller monter une marque de vêtements de sport, running, à destination des femmes. C'est un marché que je connais pas très bien, mais c'est vrai que quand tu regardes mais c'est vraiment c'est une marque. Je l'imagine essayer les fringues. C'est une marque 100% féminine. C'est-à-dire que il y a plein de marques qui font des trucs unisexes. Il y a plein de marques qui font des trucs pour hommes que les femmes peuvent porter. Il y a peu de marques qui font des trucs juste pour les femmes. Et en fait, j'ai scrollé sur son compte Instagram. La meuf est hyper inspirante et tout, mais ce qui est surtout hyper intéressant, c'est que tu as tout depuis le départ. Je crois qu'une de ses premières vidéos, c'est j'ai quitté un job à X centaines de milliers d'euros par an dans le private equity pour lancer ma marque de vêtements de running. Suis-moi pour voir comment... Et en fait, tu as un postulat de... Tu crées un gap énorme entre... Putain, mais pourquoi tu pars? C'est genre, tu as un job dans une des industries les plus compétitives du monde, tu gagnes super bien ta vie. Clairement, c'est un projet passion parce qu'il n'y a aucune autre raison de faire ce genre de choix. Et puis après, du coup, ça ouvre une boucle énorme de est-ce qu'elle va y arriver? Mais tu vois, elle documente tout de comment je fais mes premiers designs, comment je sélectionne les matières, comment je trouve un bon fournisseur, recevoir ses premiers échantillons. Ça marche pas, merde, il faut que je revoie le truc, etc. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Moi aussi, je trouve que je pense que c'est le truc qui m'intéresse le plus parce qu'on part de zéro et on se dit est-ce que. Vous me dites quand je peux parler, les gars. Non. Dans 3 minutes. Non. 20 minutes. 20 minutes. Mais du coup, ce que je trouve cool là-dedans, c'est le côté. En fait, c'est déjà prévu. La personne sait qu'elle va se donner à 200%, qu'elle va tout documenter, etc. Et au pire, si ça plante, c'est pas grave. Des fois, on arrive comme. Il y a beaucoup de marques qui arrivent un peu trop tard. Et c'est potentiellement là que ça sonne un peu plus faux. Mais je sais que quand nous, on bosse avec des marques, et c'est des sujets là qu'on a eu beaucoup, c'est cette phase documentation du projet du début de la genèse n'a pas du tout été documentée. Et du coup, on doit un peu rattraper le truc pour réussir à repositionner le fondateur, etc., pour le faire sortir de son réseau et l'amener un peu au grand public. Mais je trouve que des fois, quand je vois ça, je me dis, la personne est trop smart, elle a pensé dès le départ, et elle s'est dit, j'avais pas le choix de réussir, donc du coup, autant montrer tout depuis le début, et je vais en faire un peu ma priorité. Ouais. Donc 50% de mon temps, je vais créer du contenu, et ça aura forcément un impact positif. Je sais pas ce que t'en penses, Glenn. Rien du tout. Je suis pas d'accord. Bon, on change de sujet. On parle food service. Non, en fait,
En fait, moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est... je me dis en même temps, qu'est-ce que je raconte? C'est le côté contrainte. Je trouve qu'en fait, il y en a beaucoup. En fait, ils n'ont pas le choix. Ils se disent, en fait, là, mon projet, personne ne le connaît, comment je fonctionne. Et certains vont le faire sur LinkedIn avec un post qui va cartonner. Et je pense que LinkedIn, il ne faut pas l'oublier sur ce type de projet parce que ça peut vraiment plaire. Et à un moment, ils vont commencer à documenter les choses. Mais en fait, ils apprennent en faisant. Et surtout, je pense qu'il y a une caractéristique, c'est ce côté passion. Parce que la plupart ne savent pas le faire dès le départ. C'est juste qu'ils apprennent vite et comme ils sont passionnés par leur projet, bah, ils arrivent, ils trouvent des moyens de communiquer dessus, ils itèrent et un peu comme c'est des entrepreneurs, donc ils mesurent et ils changent au fur et à mesure leur façon de communiquer. Et je trouve que en plus, quand tu commences à suivre une marque comme ça dès le départ et via un fondateur, après, quand tu la suis et qu'elle évolue, t'en deviens aussi un vrai ambassadeur. Donc, je trouve qu'il y a aussi il y a un vrai investissement. Et puis tu as envie d'acheter ces produits, quoi. Après, le risque de ça, c'est la dépendance du fondateur à la communication de la marque. Quand ils partent, on pense à des filles de respire, bah, ça se casse la gueule. Versus, je pense à une marque là qu'on benchmark pas mal en ce moment dans le monde du traiteur qui s'appelle Tableau Paris. J'ai commencé à suivre, je crois que c'était pendant le confinement et aujourd'hui ils ont 400 000 personnes qui les suivent. Putain, c'est un traiteur pour les entreprises et les particuliers sur Paris. Et tu te dis aujourd'hui, il arrive à garder ce côté storytelling au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il est monté, au début c'était juste livrer des plateaux ou des tableaux. Et aujourd'hui, il continue de le faire, mais c'est juste aujourd'hui j'ai bossé pour Louis Vuitton et il va venir storyteller ça. Et à chaque fois, il le garde avec un vrai esprit de créateur de contenu. Même dans la construction du format, c'est hyper pertinent. Et je trouve qu'il y en a peu qui arrivent à faire ça. Et lui, il n'était pas, je crois, je connais pas son background, mais il n'était pas, je pense, créateur de contenu. Mais aujourd'hui, il a vraiment tous les codes de façon simple et efficace et il cartonne, quoi. Pour rebondir sur ce que tu disais sur LinkedIn, les filles de Dijon le font très bien sur LinkedIn. Ouais. Tu vois, je trouve qu'elles sont sur LinkedIn, elles communiquent super bien. C'est une vraie opportunité. Elles ont explosé sur qui va de mon associé. Ouais, c'est ça. Il y a eu vraiment ce truc. Aussi, je pense qu'il y a je pense que on parlait un peu d'ego, mais quand il y a un contenu qui pop, tu te donnes de la raison, tu te dis je comprends pourquoi je le fais, etc. Ça motive pour tout le reste. Ça prend du temps. Hein. Ouais, bien sûr. Ça fait. En fait, c'est un investissement. Il faut être OK avec le fait de se dire que, comme tu disais, Ben, c'est peut-être 30, 40, 50% de ton temps qui est passé à créer du contenu, que tu passes pas à faire autre chose, quoi. Exactement. Mais il faut avoir une conviction profonde que c'est comme ça que tu vas faire connaître ta boîte et que c'est ça qui va te générer ta traction, parce que sinon, c'est difficile de le justifier. C'est un peu, je trouve, le rôle, tu vois, le rôle de commercial un peu de ta boîte où c'est peut-être le dernier truc que tu vas déléguer, c'est-à-dire ce truc de représentation, que ça soit en privé ou comme ça sur les réseaux sociaux. Je trouve que ça fait vraiment partie des sujets où soit tu dois le garder, soit tu arrives à le déléguer à d'autres personnes, mais ça se fait avec une vraie stratégie. On prenait l'exemple, tu sais, de notre pâtissier là, comment il s'appelle, Cédric Grolet. Et en gros, de se dire aujourd'hui, quand vous regardez la stratégie d'un Cédric Grolet, c'est-à-dire que chaque nouveau pâtissier qui rentre, alors je sais pas s'il y a un système de formation, mais il y a une forme de vase communicant. Ils vont faire un cross-post, il va lui donner de la force. Celui-là, après, va réussir à monter. On voit qu'ils ont les mêmes codes. Et ensuite, il va renvoyer la force à un autre et il fonctionne comme ça. Et en fait, ça cartonne, quoi. Et je trouve qu'il y a trop peu. Tu vois, un Anthony Bourbon aurait très bien pu faire ça avec d'autres personnes en interne et réussir à créer ça. Après, cette personne-là, on l'aurait fait avec d'autres. Et je trouve que ça manque de relais. C'est-à-dire, ça, il y a le fondateur, mais le fondateur devrait être en capacité de se créer un peu ces autres personnages qui incarnent la marque pour réussir à sortir. En fait, je pense qu'il y a une phase où, du coup, comme disait Thomas, je pense que quand tu décides dès le départ de faire en sorte de documenter tout ça, c'est un truc qui se prépare. Et je pense que cette passation se prépare aussi. Je pense qu'un Respire ou un Feed, je pense qu'il y a eu un moment où ils n'avaient plus le temps de pouvoir faire ça. Et sauf qu'ils ne l'ont pas préparé, ils n'ont pas trouvé les bonnes personnes relais. Et on l'a vu avec un Michel Augustin. Où, ils ont eu une transition où à la base, à la bananeraie, il y avait toujours les mêmes personnes qui sont apparues. Ils ont commencé à bosser avec un monsieur Célie, du coup en dehors de la caméra, qui était en freelance. Je sais pas si c'était salarié ou freelance, je sais plus, mais et là du coup ils ont intégré du coup un nouveau profil, community manager qu'on voit beaucoup à l'image, etc. Donc je pense qu'en fait il y a un truc de je pense que comme dans les phases de croissance de projet, à un moment il faut se dire que le fondateur a plus vraiment le temps.
Et j'aimais bien, tu vois, avec Respire, où un peu je pense la solution pour ça, c'est qu'ils sont 2 fondateurs. Ouais. Il y en a un qu'on voit pas du tout. Et il y en a Mais- une personne qui a pris le rôle d'apparaître à l'image et l'autre personne qui se focalisait sur d'autres sujets, quoi. En fait, la grosse différence, tu vois, comparé à des Respire, Feed ou autres, c'est que si tu prends l'exemple d'un Cédric Grolet, après, bon, il a le bon produit pour ça aussi, hein, mais c'est qu'il crée des Il marche beaucoup, je pense. des vrais personal branding, c'est-à-dire que c'est sûr, il marche beaucoup. Ah, c'est pour ça qu'il peut le faire. Ah oui, non, c'est juste. Hein. C'est juste. Et c'est que c'est vraiment les personnalités qui fait exploser à 100, 150 000 à chaque fois. Tu vois, c'est vraiment des schémas qui reproduisent, et, que ce soit à Singapour, à Londres ou partout où ça ils doit faire s'implémentent. partie de ses critères de recrutement. Exactement. Ça a tellement été game changer pour lui Bien sûr. qu'il doit se dire le prérequis pour que ça marche, c'est Ouais. qu'il faut que les mecs soient chacun responsable de leur truc et tout. Mais après, moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est que là, on raisonne beaucoup par rapport à l'interne. Tu peux aussi avoir une stratégie de trouver des ambassadeurs en externe. Un bon exemple de ça, c'est Tire-fesse. c'est mon grand copain Nick Baer, qui là, je le vois commence à se On le dire salue s'il regarde. en fait, je me rends bien compte que c'est pas viable à long terme si le truc est 100% dépendant de moi. Et ils ont vachement cranté sur les athlètes Ouais. ambassadeurs. Et en fait, ils le font à plusieurs niveaux. Ça faisait déjà longtemps qu'ils sponsorisaient des athlètes et donc qu'ils leur envoyaient tu vois, des produits. J'imagine qu'il y a une partie de rémunération, etc. Mais là, ce qu'ils font, c'est que sur les réseaux de la marque, ils créent aussi des formats récurrents avec les athlètes. Et ce qu'a très bien fait un Gymshark aussi. Et tu vois, en fait, donc tu as cette notion de personnage récurrent, tu as ton univers de personnages qui se crée, mais c'est pas forcément des gens qui sont dans l'entreprise, c'est des gens qui gravitent autour et qui sont attachés à l'entreprise. Mais tu vois que tu peux aussi valoriser sur les réseaux de la marque, eux ils te valorisent la marque sur leur réseau, etc. etc. Il y a une campagne, j'ai plus le nom, c'était une marque américaine qui avait cherché des ambassadeurs auprès de ses clients. Et en fait, ils avaient pris les meilleurs clients, etc. Et en fait, ils avaient documenté, dès qu'il y avait des temps forts pour la marque, nouveautés produits, ils leur mettaient une blouse de chercheur, etc. Ils goûtaient tout. Et en fait, ils étaient attendus. Dès qu'il y avait une nouveauté qui sortait, c'était toujours les mêmes ambassadeurs. Et du coup, c'était monsieur et madame Lambda qui venaient, qui sortaient de leur job, qui mettaient leur blouse et qui allaient chez, je sais pas, c'était Burger King ou une autre marque, mais qui allaient tester les produits. Et du coup, il y avait un attachement. Et du coup, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que pour avoir un bon ambassadeur, c'est pas forcément quelqu'un qui est présent tout le temps, c'est quelqu'un avec qui tu auras un affect. Par exemple, ces personnes-là, tu les voyais une fois dans l'année, tu étais content de les retrouver. Et tu réussis à créer un lien avec ça, et ça avait un poids, une force, parce que cette personne, quand elle donnait son avis de manière sincère, tu disais, bah oui, c'est vrai, le mec, ça fait 4 ans qu'il vient tester, s'il est content de ce truc-là, ça veut dire que c'est vraiment bien. Ouais. Et j'aime bien ce côté de... parce que moi, j'aurais toujours peur avec les ambassadeurs, c'est le côté un peu trop fake, qui peut être la rémunération, etc. Très vite, avoir quelque chose qui perd d'authenticité. Ils sont pas objectifs, quoi. Ouais, Il je y a suis un plus truc, à l'aise quand c'est le fondateur qui est fier de montrer quelque chose et que je suis là pour soutenir. Quand je verrai un ambassadeur, je me dirais... Ouais. Justement, ça fait écho, je voudrais qu'on parle d'un autre truc sur ce sujet-là. J'ai le sentiment que pour que ça marche, on disait tout à l'heure, t'en parlais Glenn, tu disais quand tu suis la marque depuis le début, souvent c'est des gens qui sont passionnés, en particulier quand il y a un contexte où, tu vois, je sais pas, c'est différent de dire, même s'il y aurait une histoire à raconter, mais en gros, je suis au chômage, j'ai rien d'autre à foutre de ma journée, pourquoi pas lancer ma marque, versus je quitte un job à 200 000 euros à l'année en private equity pour repartir à zéro et lancer une marque de sportswear. Tu t'inventes un job. Et en fait, tu peux. Mais le sentiment que j'ai, c'est que les marques qui le font le mieux, c'est quand c'est drivé par le fondateur, certes, mais que ce fondateur-là, il est animé par une mission. Et en fait, il y a un truc, tu vois, genre, typiquement, cette fille-là, elle peut dire, sur le marché du sportswear, il n'y a pas de marque de running pour les femmes, tu vois. Un autre exemple que j'aime bien prendre, c'est Midday Square, qui ont cette mission très affichée, et on parlait aussi de Oli il n'y a pas longtemps, de se dire, on veut aller bousculer un marché qui n'a pas bougé depuis 100 ans. Donc il y a 3 acteurs qui se partagent le marché du chocolat. Nous, les petits Canadiens, on va venir bousculer tout ça et on va le remettre en question. Et en fait, j'ai l'impression que quand il y a une mission, une quête qui est affichée, et après tu peux avoir des micro-quêtes. Tu vois, il y a une autre marque qui s'appelle Salt. Je crois que c'est des électrolytes, des trucs comme ça. Eux, ils ont une mission affichée, mais ils ont surtout plein de micro-quêtes. Par exemple, ils voulaient bosser avec un influenceur qui s'appelle Simon Squibb. Et du coup, ils ont... peut-être que je me trompe un peu dans la manière dont je restitue le truc, mais de mémoire, c'était Simon Squibb, il court pas mal. Ils ont été regarder où il courait sur son Strava. Et ils ont fait un truc...
Ils ont fait des parcours où ils ont écrit un message sur Strava en courant dans les rues de Londres, pas loin de là où ils couraient, tu vois. Et en fait, ils ont documenté tout ça en mode on veut bosser avec Simon Squibb. On fait tout pour. Voilà comment on va faire pour y arriver. Et tu vois, je trouve que cette notion de à minima de mission, voire de quêtes hyper assumées, hyper affichées et à l'intérieur desquelles tu viens mettre des micro-quêtes, pour moi, je trouve que c'est intéressant comme prisme pour réfléchir comment je raconte l'histoire de ma marque et le projet. Ouais, parce que sinon, si je trouve que tu n'as pas cette pierre-là, ça peut vite faire fake. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de fondateurs là, qui vont créer des boîtes qui n'ont pas forcément de mission en particulier, qui va être de créer une boîte, faire de l'argent. Ça va vite sonner un peu creux ou faux. Et je pense que cette notion de mission, passion, si elle n'est pas là, très vite, les gens vont s'intéresser, mais ils ne vont pas rester. Et tu as beaucoup de DNVB là en ce moment, on voit qui essayent de reprendre tous ces codes-là, le font, mais ça sonne un peu faux parce que on voit que ça reste en surface, quoi. Il n'y a pas cette notion de conviction et on va jusqu'au bout pour essayer d'avoir ce créateur, pour essayer d'aller jusqu'au bout de cette mission. Et donc je pense que c'est l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber non plus. Et que des fois même on peut nous pousser les marques de dire ah là vous êtes en train de lancer un produit, est-ce qu'on peut documenter le truc? Mais on voit que c'est un peu en surface et donc c'est compliqué à mettre en place. Et donc il y a vraiment cette notion d'avoir la mission, la personne aussi, la personnalité qui veut s'investir pour le faire. Et s'il y a les deux, je pense que ça peut fonctionner, mais sinon ça peut vite. On ne l'a pas vraiment verbalisé, mais ce qu'on est en train de dire là, en gros, c'est que la clé de voûte, c'est documenter les coulisses. Oui. On l'a pas dit franchement, mais globalement, l'idée, c'est de se dire, tu veux développer une stratégie founder-led content avec peu de moyens, ta meilleure option, c'est d'aller documenter les coulisses du projet. Mais... Putain, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je suis désolé. Attends, ça va me revenir. La K-pop, c'est ça là qu'il voulait dire. Non, putain. C'est la kiffance. La petite France. Non, ah oui. Et par contre, ce que ça veut dire aussi, c'est que donc, tu vas documenter tes coulisses, mais si tu n'as pas cette logique de j'ai une quête, tu vois, j'ai mon arc sur ma saison, j'ai mon arc narratif, puis après chaque épisode, je vais venir raconter une partie de ce truc-là. Tu peux vite te retrouver à documenter les coulisses, mais de manière un peu boring, quoi, genre day in the life. Une journée dans la peau d'un CEO de machin truc. T'as pas tes séries un peu. Et en fait, bon, tu le fais une fois, deux fois, et puis c'est chiant, tu vois. Il n'y a pas d'enjeu, en fait. Il y a pas d'enjeu. C'est pour ça que je pense qu'il faut risquer l'échec. Et je pense qu'aujourd'hui, les marques je suis d'accord. Aujourd'hui, quand vous parliez, je suis en train de réfléchir pour nos marques, etc. Presque, on commencera à le documenter au moment où c'est sûr que ça arrive. Ça va réussir. Mais du coup, ça serait chiant parce que du coup, il n'y aurait pas d'enjeu et tous les trucs un peu frustrants, etc. Le mec, le conso et tout, pourra pas se dire tiens, trop marrant. Parce que tu vois, les personnes qui veulent bosser avec l'influenceur, à aucun moment on sait qu'ils vont bosser. Et au pire des cas, si ça échoue, ça fait une bonne histoire quand même. Exactement. Et en plus de ça, ça met un peu la pression à l'influenceur parce que y a la communauté qui supporte. J'imagine nous, si on devait faire ça, imagine une campagne d'influence pour une de nos marques, on leur dit on n'est pas sûr d'y arriver, on va mettre ça en place et peut-être on n'aura même pas peut-être pas le budget ou les moyens. et je pense qu'il y a nos marques vont nous dire non mais les gars, vous êtes complètement fous. Alors que ça a plus de sens. Même de documenter une quête qui n'arrive pas au bout, ça dégage beaucoup plus de sincérité et d'authenticité et les gens vont beaucoup plus adhérer qu'une quête qui est fake, on a payé le mec dès le départ. Tu vois, donc je pense que les marques doivent aussi un peu se lâcher là-dessus et des fois risquer de perdre. Parce que sinon, ça fait pas des bonnes campagnes, quoi. C'est un peu comme quand t'envoies un devis, il faut serrer un peu les fesses. Là, c'est pareil, quoi. Et je suis d'accord là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, une bonne marque qui pourrait le mettre en place, c'est des trucs où il n'y a pas grand-chose à risquer. Dans le sens où je pense que l'influence, c'est un bon moyen. Je pense que, par exemple, là, prochainement, il y a le Tour de France. Tu peux te dire, mon objectif, c'est d'apparaître pendant le Tour de France. On court pas à côté des cyclistes. Et pas nu. Putain, à chaque fois, il me fait ça. T'imagines en mode... Je suis en train de me dire de quoi il parle, il est sérieux encore. Ce serait un bon moyen d'apparaître. C'est hyper dangereux pour les cyclistes. Ouais, ce serait un bon moyen d'apparaître à l'écran. Au moins, il y aura beaucoup de cuts, Tom. C'est bien ça, niveau montage. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a des petits trucs qui peuvent être faits, mais c'est sur du genre... je sais même plus quoi dire. C'est là qu'il pense. Ce que je voulais dire, c'est que le troisième épisode va être compliqué. Mais surtout, c'est qu'en fait, il faut se donner des petits objectifs dans lesquels on peut échouer et c'est pas forcément grave pour la marque. Je pense que l'influence est un bon moyen de le faire, mais de l'influence, on va dire, plus
grand public. Par exemple, si on va aller chercher un influenceur de niche, ça va intéresser peu de personnes, etc., à la communauté. Mais par exemple, ça pourrait être drôle, genre on veut que ça soit putain, je sais pas quel nom dire, mais quelqu'un de connu. Genre, je sais pas, on veut que... Johnny Hallyday. J'allais dire Chirac, PPDA, mais ils sont tous... Moi, je pensais plus genre, on va faire manger des madeleines Armordellis à Kendall Jenner, tu vois, par exemple, un truc comme ça. Et du coup, là, on part à LA, Pénard, etc. Mais je pense qu'il y a un truc un peu... Très écolo pour des madeleines. Quand on emballage en plastique. Putain, vous êtes chiant. Regardez toute séquence. Si. Ah non. J'ai un exemple, c'est tu sais Faritas avec Léna, ouais. En fait, bon, Ah oui. Ils ont juste fait une vidéo. Ouais, mais justement, ils auraient presque dû. Mais en fait, ils sont quand même allés un peu au culot sur un défilé avec des tortillas géantes en mode Léna, on te veut, tu vois. Ouais, ça c'est un bon exemple. Ouais. Tu peux prendre cet exemple-là, Ben. Mais en fait, il est fake. Je vous remets sur le. Il est fake. Ouais, totalement fake. Après, on peut dire C'est que c'est un mauvais fabriqué. exemple. Hein. Ouais. Tu vois, Dostu est mieux. Oui, c'est vrai que Dostu, très bon exemple d'une marque qu'on a vu qui se met pas mal en avant en ce moment, c'est Dostu, c'est de l'eau vitaminée, où en fait ils vont à la sortie de chaque avant-première, de chaque événement avec des célébrités ou personnalités connues, en fait ils veulent leur faire déguster leurs produits, et à chaque fois en fait c'est pas de demande d'autorisation de droit à l'image, donc ils filment la personne, la réaction, ils filment même la réaction de la personne, ils gardent au montage quand personne dit j'ai pas envie ou je veux pas goûter. Ils l'ont fait avec plein de personnes. Et typiquement, il y a Léna Situation qui est apparue à un des formats. Et en fait, elle donne une anecdote qui est marrante, c'est qu'en fait, elle a peur de boire à la canette parce que du coup, elle sait que les canettes sont entreposées dans un entrepôt, etc. De toute façon, il y a des rats qui ont pissé dessus ou chié dessus. Et du coup, c'est assez marrant parce que de la séquence, il n'y avait pas de cut. Elle est ultra authentique et ça a bien marché parce que toute la communauté de Léna est venue soutenir. Et presque ce que la marque, par rapport à notre épisode là, pourrait faire, c'est comment... j'ai presque réussi à savoir où Léna allait être, comment Je me j'arrive suis incrusté. Ouais, exactement. Et je trouve que pour moi, c'est même des formats qui peuvent cartonner en social media. Tous ces formats de quête. Je parlais avec une marque bretonne là, que j'espère on va signer, qui, ça fait 7-8 ans de ça. Ils avaient gagné en 15 jours 50 000 personnes sur Facebook à l'époque en faisant une quête simple. On doit aller à Paris. Avec notre triporteur, et pour ça il faut qu'on peut faire je sais pas 100 km tous les 10 000 gemmes, et donc on y va, et tant qu'on les a pas on n'avance pas, et donc ils avaient commencé à documenter ça, et ça avait cartonné. Et je trouve que ces notions de quête incarnées par le fondateur ou des personnes de la team peuvent hyper bien fonctionner, et c'est des mécaniques qui sont repris aujourd'hui des fois je sais pas par un MrBeast ou par beaucoup d'autres. Donc je pense que cette notion au sein du travail de documentation, de réussir à créer des mini-séries, on en a déjà parlé, ou des petites quêtes, peut permettre de donner aussi du contexte, et peut aussi permettre aux créateurs d'avoir un peu plus de poids versus juste documenter toute sa boîte, où là, vite, tu peux te perdre et te dire, en fait, ça fonctionne plus, tu perds les gens, etc. Il faut vraiment guider les gens là-dedans. Quoi. Après, je nous jette un peu sous le bus, hein, mais on se l'est dit plein de fois, et il faudrait qu'on mette ça en application pour nous sur documenter les conquêtes clients, tu vois. Clairement. Truc, et on est mauvais. Hein. Mais en fait, je pense que même, tu vois, par exemple, un bon exemple pour Tierfest, si on devait documenter les conquêtes clients, en fait, on aurait du mal à le mettre en place parce que c'est pas forcément le plus simple. En fait, on veut pas le faire parce que si jamais tu perds tout ça, alors qu'il faudrait le faire. Non, mais on devrait plutôt documenter. On perd pas. Non, on devrait documenter des conquêtes qu'on n'a même pas eu la proposition d'un appel d'offres. Oui, c'est ça. Et du coup, quand je dis conquête client, c'est on veut aller bosser avec cette marque-là. Aujourd'hui, on connaît personne, on n'a aucun réseau, on ne sait pas comment y accéder, on ne sait pas s'il y a compète ou pas, on sait pas machin. Ouais, je l'avais fait. Ta première boîte, c'était pour Essilor ou... Ouais, c'était Essilor. Et tu vois, moi qui suis gros consommateur de contenu business, et je regarde, j'écoute ce que mettent en ligne tous nos collègues. Je pense pas qu'ils nous écoutent, mais si Théo, Mathieu, Étienne et compagnie passent par là, on les embrasse. Mais tu vois, ça c'est des trucs qu'on voit peu. En fait, on a des comptes rendus a posteriori, qui sont souvent d'ailleurs très transparents, dans lesquels ils communiquent. Mais ça reste un truc de voilà ce qui s'est passé. Je dis peut-être pas tout, j'ai eu le temps de prendre du recul, l'analyse que j'en fais elle est beaucoup plus posée. Tu vois, il y a un truc de... Ou même presque Théo, en tout cas presque son build-in public, ça fait partie de ceux qui sont les plus transparents, justement, quasiment. Mais t'es pas dans le moment. T'es pas dans le moment. Typiquement, un truc, on brainstorm en même temps, un petit moment intime chez Tierfest, mais typiquement, moi, les trucs que je fais, le format Insomnie, j'ai l'idée, elle a bien marché.
comment je fais en sorte d'aller la vendre. la vendre. On va voir Ricoré ou Edbert et on essaie de leur pitcher le exactement. truc. Ouais. Et il y a un truc On comme ça où documente il y a la Allez, go. première étape et go quoi. Ouais. C'est quoi la Bah, marque on peut prendre un engagement là. T'as une marque comme ça en tête là que tu veux aller chercher? Chicoré, je pense, ça peut être cool. Chicoré, ça peut être cool. Ils ont pas de compte TikTok, donc. C'est Chicoré ou Ricoré? Chicoré? Ricoré. Ricoré. Chicoré. Ouais. Qui fait de la chicorée. Ouais. Ricoré. Bah, c'est mal barré, mais on va y arriver. c'est On ça. va y arriver. Vous inquiétez Restez pas. connectés, suivez Ouais. tout ça, on va y arriver. Ricoré, Chicoré, on arrive. Ouais. Non, mais j'aime bien l'idée. Allez, go. Hein. On va C'est documenter la conquête client. Ricoré. C'est notre quête à nous. Ciao. Bonne Si- journée. Désolé pour les cuts, on a été un peu dissipés. Non, il y a eu des problèmes techniques, c'est pour ça. On va faire Salut ça la comme team. vous voulez. Ciao.